Bonjour à tous, on est vraiment ravis d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc moi, chez PrestaShop, mon travail va consister à accompagner les marchands dans l'accélération de leur business. Le sujet dont on va parler aujourd'hui concerne finalement euh, une grande majorité de marchands. Quels sont les bons leviers à déployer quand on cherche à accélérer son business? Donc avec moi Grégory, salut. Bonjour Greg, Angelo. tu vas bien? Oui, très bien, merci. Greg, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je te propose peut-être, c'est de te présenter. Oui, alors tu l'as déjà bien fait. C'est Grégory. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'e-commerce. Et j'ai lancé Okara il y a maintenant 11 ans avec 5 associés. Et Okara qui est une bijouterie qui est le leader de la bijouterie en ligne indépendante. Donc quand je dis indépendante, c'est que n'est pas concurrent d'Okara, tout ce qui est Histoire d'Or, les chaînes que vous avez l'habitude de voir dans votre centre commercial préféré. Ok, et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours avant Okara? Oui, bien sûr. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça fait donc 20 ans que je suis dans l'e-commerce. J'ai commencé à 20 ans chez Grosbill Micro, qui était un pure player de la vente en ligne de matériel informatique. J'ai fait quasiment que des pure players dans ma carrière. Après 5 ans chez Grosbill, j'ai fait quasiment tous les postes chez Grosbill. J'ai commencé en tant que vendeur en magasin. Comme je vendais bien en magasin, on m'a dit tiens, on va le mettre à côté du webmaster pour voir s'il peut faire des choses en ligne. J'ai réussi à faire des choses en ligne. Donc très vite, j'ai monté une équipe de 5 personnes voilà, pour faire tout ce qui était web marketing du site. Mhm. Et je suis parti en très bon terme pour monter ma propre structure. Parce que je trouvais, c'était à l'époque où certains m'en sont rappelés, c'était l'époque du web 2.0. L'avènement de Facebook et des blogs, de Twitter, etc. La belle époque. Et les marques que je distribuais sur Grosbill, donc qui étaient des marques très traditionnelles, Intel, Nvidia, Plantronics, Netgear, communiquaient très très mal sur ces nouveaux leviers. Et donc moi, sorti de Grosbill avec les contacts, j'ai monté une première société qui justement s'occupait de les représenter sur ces nouveaux médias et également chez les e-commerçants. Et puis très vite, j'ai monté ma boîte avec des réussites et puis des échecs. Ces échecs m'ont mené à rencontrer d'autres entrepreneurs. J'ai pu faire tout le marketing du site bernardtapie.com. Puis après, j'ai été directeur marketing de chez Bazar Chic. Et enfin, Okara. Ok. Aujourd'hui, quels sont les chiffres clés chez Okara? C'est secret. Non, alors On- on a commencé. Tu dois tout nous dire aujourd'hui. On a commencé à 5. Aujourd'hui, on est 60. Je pense même que ma RH me dirait qu'on est plus proche des 70. Ok. En termes de trafic, c'est quoi? C'est entre 350 000 et 400 000 visiteurs par mois. Et on est en route vers les 20 millions d'euros pour la fin de l'année. Ok, super, bravo. Merci. Alors, Greg, ça n'a pas dû t'échapper. La DeLorean, elle est garée juste devant la cinémathèque. Ce que je te propose, c'est de monter à l'intérieur et de faire un bond, mais cette fois-ci plutôt dans le passé. Est-ce que tu peux nous raconter le lancement d'Okara? Alors oui, oui. Alors nous, on s'est lancé à 5. Donc 5 associés avec les avantages et les inconvénients d'être 5 à piloter une boîte. Je vais parler que des avantages aujourd'hui. Le gros avantage, c'est qu'on a eu tout de suite un rôle très opérationnel. Il y en a qui s'occupaient de la finance, des stocks, de la logistique, des produits, et moi du marketing. Et, euh, et lorsqu'on a lancé Okara, moi je venais de l'univers de la vente privée chez Bazar Chic. Et chez Bazar Chic, j'envoyais à peu près 26 millions de mails par jour. La vente privée, ça fonctionne principalement avec l'emailing. Et quand j'ai lancé Okara, j'avais cette espèce de fierté de dire ça va être facile de lancer un e-commerce parce que ça fait 10 ans que je fais du marketing. Il y a plein de gens qui me doivent des services et notamment les emailers avec ma dernière expérience. Et donc je vais pouvoir envoyer plein de mails et ça va fonctionner. Et en fait, ça n'a pas fonctionné du tout. La première fois que j'ai envoyé un mail, je pense que j'ai eu, sur 1 million de mails, j'ai eu 10 clics. Et là, je me suis dit, bon, voilà, c'est facile. C'est parce que j'ai oublié de mettre une incentive, un petit moins 10% ou un 10 euros à la première commande. Et en fait, la deuxième mailing, toujours à 1 million, n'a pas fonctionné du tout. Ok, donc première difficulté, visibilité et notoriété, emailing. Qu'est-ce qui a fonctionné dans ce cas-là? Alors, ce qui était sûr, c'est qu'avec l'emailing, je me suis vite rendu compte que quand on lançait un site et qu'on s'adressait à des gens, même si on s'adressait massivement à des gens, s'ils ne nous connaissent pas, ça ne fonctionne pas. Donc là, il y avait clairement un déficit de notoriété qui était dû à la jeunesse de la structure. Et puis, en parallèle, il me fallait, donc, fallait travailler cette notoriété.
d'un côté, et puis il fallait surtout que je trouve des leviers, parce qu'on n'a pas. C'était sympa de monter une boîte, c'était sympa de ne pas se payer pendant les premiers temps, mais ça reste obligatoire de le faire très vite. Donc il a fallu que je trouve moi des leviers qui étaient très héroïstes, parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Ouais. On était dans une cave, un peu comme la start-up américaine. Alors il faut relativiser, nous c'était dans le premier arrondissement de Paris quand même. Mais il y avait un peu de courant. voilà, il y avait le courant, mais il n'y avait pas de fenêtre. Donc il a fallu trouver un levier tout de suite et puis travailler la notoriété en parallèle pour essayer de travailler la notoriété sans argent. C'est assez compliqué. Et comment on s'y prend, justement? Alors en fait, nous on a fait les deux choses en même temps. C'est-à-dire que la première, c'est qu'il fallait faire venir des gens, donc sans beaucoup de budget. Donc on a mis en place très rapidement une stratégie de référencement naturel. C'est le pilier un peu d'Okara. Tout le monde sait ce que c'est chez nous. De la comptable au tout jeune stagiaire, ça fait partie de l'ADN vraiment de la boîte, parce que c'est ce qui aujourd'hui permet à notre société d'être rentable. On est quasiment, je ne suis pas super fier de le dire, on est quasiment Google dépendant, ça on le verra un peu plus tard, mais au moins la partie naturelle a fonctionné assez vite, parce que les concurrents que j'avais en face n'étaient pas bons. En fait, c'était des vieux VADistes comme, bon, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez tous. Et en fait, Internet, ils s'y mettaient, mais voilà, le référencement naturel, c'était pas leur truc. Donc très vite, on a appuyé, nous, sur cette stratégie qui a été contraignante techniquement pour notre développeur, contraignante pour les personnes qui rédigent des fiches, parce qu'en fait, il faut faire des belles fiches avec assez de contenu. Voilà, donc ça a été vraiment le premier levier qu'on a mis en place. D'accord. Donc un travail plutôt du référencement sur les fiches produits, mais quoi d'autre encore? Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors forcément, le référencement naturel, je pense que ça, vous en avez à peu près tous entendu parler, ça repose sur 3 briques. Une première brique qui est technique, une deuxième brique qui est sémantique et une brique de popularité. Les 2 premières peuvent se faire assez facilement sans avoir trop d'argent. La troisième, elle est un petit peu plus compliquée quand on n'a pas de moyens, mais elle peut se faire quand même. Donc la partie technique du référencement, ça a été surtout avec notre développeur de lui expliquer comment ça marchait, quelles étaient les attentes un petit peu des moteurs de recherche. Mais bon, il est assez smart, il a très bien compris. Et donc cette partie-là, elle est travaillée régulièrement, mais on la touche de moins en moins. Okay. La partie sémantique, c'est la partie qui a été le plus compliquée pour nous. Parce que quand on vend des bijoux, parce que quand on a commencé, on vendait uniquement des bijoux. Quand on vend des alliances, on vend une alliance, elle fait 2,5 d'épaisseur, mais aussi 3, mais aussi 3,5, 3,4, 4,5. Elle existe en or blanc, en or jaune, en or rose, en 9 carats, en 18 carats. Donc on peut dire qu'une même fiche existe peut-être 30 fois. Ouais, parfois, elle existe 30 fois. Et à l'époque, il n'y avait pas de technique SEO qui permettait un peu d'orienter Google sur quelle était la vraie fiche. Et donc à l'époque, on a commencé à créer des fiches qui devaient être différentes à chaque fois. Et donc ça a été un gros travail de démocratisation. Ouais. Parce qu'on a souvent le premier réflexe, c'est qu'un associé, celui qui s'occupe des produits, se dit ah ouais, mais nos concurrents ils font pas ça. Donc nous on va pas s'embêter à le faire aussi. Donc il a fallu expliquer, démocratiser pour qu'enfin on comprenne que c'était important et donc qu'on le fasse. Donc voilà, ça c'était ce que moi j'ai appelé la partie sémantique, qui reposait uniquement sur des fiches qui étaient très très complètes. À l'époque, même les marques, elles avaient 4 lignes. Nous, on était facile à 200, 300 lignes. Depuis, on a pas mal réduit, mais à l'origine, on était vraiment très très complet sur les fiches. Et puis, plein d'autres choses, le maillage interne, l'acquisition de liens en allant dealer avec des blogueurs contre un produit, est-ce que je peux avoir un lien, voilà. Donc, on a fait ça, et c'est encore aujourd'hui vraiment le cœur même d'Okara et de sa réussite, c'est encore un trafic à 45% sur le naturel. D'accord. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu recommanderais de faire appel à une agence ou un freelance sur cette partie-là? Alors, franchement, j'ai pas d'avis. Je pense que quand on n'a pas la compétence en interne, il vaut mieux passer par une agence. Moi, j'avais la chance, de par mes diverses expériences, d'avoir une première fibre, une première expérience, d'avoir testé à titre personnel avec mes propres sites. Et donc, du coup, puis d'aimer le sujet, donc de le maîtriser. Plus tard, quand j'ai fait autre chose que je ne connaissais pas, j'ai fait appel à des agences à chaque fois. Mais en tout cas, sur cette partie-là, je l'ai fait moi-même. Donc oui, quand on ne connaît pas, il vaut mieux aller sur un freelance ou une agence. Ok. Alors, on est, pour resituer, donc on est Day One, le site est lancé. Tu travailles ta visibilité via ce levier du référencement. C'est quoi la prochaine étape?
Alors l'étape qui était faite en parallèle, déjà, c'était la notoriété. Ouais. Parce que c'est pareil, en fait, tu allais chercher du trafic, on a très vite réussi à avoir du trafic, mais on n'avait pas plus de conversion parce que finalement, on n'existait pas. Et avoir de la notoriété sans avoir un petit peu d'argent, c'était compliqué. Donc ce qu'on s'est toujours dit, c'était qu'on allait suivre nos clients au plus près. En fait, ça paraît un peu bête comme ça, mais des 5 associés, jusqu'à il y a encore 3 ans, donc la boîte a 11 ans, on répondait encore systématiquement au téléphone avec notre service client pour comprendre les attentes, les enjeux, etc. C'est très chronophage parce que ça met un coût au reste de l'activité quand on est président ou directeur marketing, mais ça nous semblait obligatoire et ça nous a permis aussi de finalement, post-commande, de relancer chaque client quasiment par un appel téléphonique et pendant très très longtemps pour aller chercher des avis. À l'époque, il y avait très peu de plateformes. De tête, la première c'était Viaticomi, pour aller leur demander est-ce qu'ils peuvent nous laisser un avis. Et puis en parallèle, on a fait tout ce qui était un peu débrouille, c'est-à-dire qu'on a lancé des conversations sur les forums qui parlaient de bijoux, auprès de certains blogueurs, même sur des forums comme Doctissimo, alors toujours en se présentant comme étant Ankara. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a lancé nos premières discussions et ça a été fou parce que les premières commandes sont issues de Doctissimo. Voilà, d'une présentation de la boîte, de questions-réponses et puis de gens qui nous ont fait confiance. Et voilà, petit à petit, on a affiché nos avis et puis voilà, ça s'est mis petit à petit à fonctionner comme ça. D'accord. Et ce travail de notoriété, il a pris combien de temps ? Il prend encore. Donc c'est un travail sur 11 ans. On le continue. Aujourd'hui, il a diverses formes. Il faudra qu'on prenne la DeLorean dans l'autre sens pour en parler. Mais, on va le faire. Mais c'est un travail, voilà, ça a été systématique. Et à chaque fois, à chaque commande, on a allé réclamer notre petit avis. Et puis pour nous améliorer, mais aussi voilà, pour afficher sur le site les petites étoiles qui permettaient en référencement naturel aussi de justifier d'un petit snippet un peu plus visible que nos concurrents. Et puis d'avoir un petit peu de crédibilité. Et c'est ce qui a permis petit à petit voilà, d'améliorer le taux de conversion en dehors des optimisations classiques qu'on fait sur le site pour l'améliorer. Ok. Alors justement, sans transition, ce que je te propose, c'est de remonter dans la DeLorean et faire un bond, mais cette fois-ci dans le futur. Voilà, le site est lancé, il y a une stratégie d'acquisition qui est en place, qui est efficace, qui porte ses fruits. Tu as recruté tes premiers marchands. Comment tu passes à la vitesse supérieure ? C'était assez simple. Alors on a attendu quand même de pouvoir justifier un budget marketing qui dépassait au moins les 600 à 1000 euros par mois, parce qu'en dessous, c'était très compliqué de mettre en place autre chose. Enfin, pas impossible. On a attendu de pouvoir dégager cette somme pour mettre en place tout ce qui est SEA, parce que c'est vraiment le pendant du référencement naturel. Ça permet d'être visible tout de suite, ça permet d'être visible là où on ne l'est pas bien en référencement naturel. Il y a un vrai complément à faire entre les deux. Pas du tout antinomique. Et donc voilà, ça c'est la première chose. Et pour répondre à ta question qui va venir, oui, ça je l'ai sous-traité parce que moi j'avais aucune, à part connaître comment fonctionnaient les mots-clés, etc. Voilà, c'était quelque chose qui pas qui m'intéressait pas, ça m'intéressait, mais je ne savais pas faire. Donc là, je suis passé par une agence. Ok, d'accord. Donc SEA, est-ce qu'il y a d'autres leviers que tu as pu déployer à ce moment-là ? Oui, en fait. Alors, quand on prend la DeLorean, on a avancé dans le temps, on est passé d'un catalogue des premières années à 100 produits. On va dire que 5 ans plus tard, si je fais un premier arrêt, on doit être à 15 000 produits. Et on lance la partie montre sur Okara. On faisait que des bijoux au début, et puis il fallait la partie un peu masculine de la bijouterie. Donc on a lancé les montres. Et à ce moment-là, il me semblait plus facile d'adresser les blogueurs hommes et les blogs horlogers. Et donc j'ai lancé une première campagne d'affiliation avec un modèle fermé, parce que moi l'affiliation j'en ai fait aussi beaucoup pendant les 20 premières années. On voit tout en affiliation, on voit surtout beaucoup de triches et en fait très peu de leviers d'acquisition d'affiliation qui fonctionnent. Et celle qui fonctionne le mieux, en tout cas pour acquérir des vrais clients et des clients qui rachètent, c'est d'être affinitaire. Donc là, on a ouvert un programme qui était caché et là a démarré un nouveau job, c'était d'aller contacter tous les blogueurs hommes en leur disant, voilà, on a un catalogue de montres qui s'ouvre, quelles sont tes attentes, est-ce que tu t'aimerais en parler un petit peu et puis être rémunéré à la performance. Et donc voilà, ça a commencé avec un premier blog, puis 2, puis 3, puis aujourd'hui une petite vingtaine.
Ok. Est-ce que tu as eu recours à d'autres méthodes de type OP d'influence, par exemple? Alors, avant d'y arriver, je me suis remis à faire de l'emailing parce que c'était quand même c'était le levier que je maîtrisais le plus. Donc je me suis remis à faire au bout de 5-6 ans. Les résultats n'étaient pas ceux que je pouvais avoir dans mes expériences passées, mais il y avait déjà des résultats. Donc ça m'a permis d'avoir un levier supplémentaire. Et puis après, je me suis mis oui, à faire des OP d'influence. C'est assez récent chez Okara, parce que par essence, comme je le disais tout à l'heure, on est très Google dépendant. SEO, SEA, c'est vraiment 90% en fait, de notre acquisition. Et les OP d'influence, c'est à l'opposé de ce que j'ai dans le cœur. C'est nécessaire, et j'en suis bien conscient aujourd'hui, c'est pour ça que j'y vais, mais je suis quelqu'un de très pragmatique et très héroïste. Et les OP d'influence, c'est vraiment dépenser de l'argent pour espérer en gagner. Et moi, c'est pas quelque chose que je savais faire. Et c'est pour ça qu'on peut se targuer aujourd'hui d'être rentable dès le premier jour, c'est qu'on s'est uniquement focalisé sur ces leviers. Et on n'a pas cherché à grandir plus vite ou à faire des OP d'image alors qu'on n'avait pas la notoriété pour le faire. Depuis 3 ans, on a cette notoriété. On voit le taux de conversion qui explose chaque année un peu plus. Et donc, je me suis dit, oui, c'est effectivement le moment. Et je pense que là, ce Noël sera le point d'orgue pour moi, puisque je vais dépenser beaucoup plus d'argent que prévu sur les influenceurs. Mais encore une fois, bien choisi, affinitaire, et pas juste parce qu'ils ont des gros chiffres sur leur compte Instagram. Ok, très clair. La stratégie d'emailing, au démarrage, on l'a vu, n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est ce travail de notoriété qui a permis, plusieurs années plus tard, d'avoir une stratégie mailing plus rentable? Je pense qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est effectivement la notoriété d'Okara qui a grandi avec le temps. C'est une notoriété toute relative, hein, parce que ça fait assez vantard de dire ça comme ça. C'est une notoriété. Vous avez bien compris, les leviers d'acquisition que j'utilisais, ils sont très héroïstes, et donc je suis présent quand les gens me cherchent, et pas du tout m'imposer à eux. Donc mon grand désespoir, c'est que quand je vais faire mes courses et que je demande, vous connaissez Okara, personne ne connaît. Et j'espère qu'il y en a quand même qui connaissent ici. Mais voilà, c'est le reflet de l'acquisition et de la stratégie que j'ai menée. Et aujourd'hui, on a passé ce stade, et je l'ai vu sur la transformation. Et donc, du coup, c'est là que je me suis dit, OK, si tu peux faire de l'emailing et tu peux la rentabiliser. Les modèles ont vachement changé. Il y a 10 ans, on pouvait envoyer des mails, ça coûtait rien du tout, on pouvait payer à la transformation, un peu comme l'affiliation. Aujourd'hui, c'est un peu plus réglementé, et on ne peut plus faire les mêmes contenus qu'on faisait à l'époque. Donc la forme elle-même de la mailing a changé, puisqu'elle s'adapte en fait à chaque lecteur. Le lecteur reçoit une mailing, des fois il a des encarts native ads qui sont adaptés à ce que lui a consulté avant ou à ses achats précédents, etc. Et donc ça aussi, ça joue beaucoup. Plutôt que m'imposer à n'importe qui, n'importe quand, je m'impose à des gens qui sont susceptibles. Donc, et la notoriété d'Okara s'est améliorée, et le format, la maturité de ce levier a aussi beaucoup évolué et me permet de plus convertir, de mieux convertir. Ok. Et donc, comment, quelques années plus tard, on fidélise sa clientèle? Alors ça aussi, ça a été un gros sujet, parce qu'en fait, quand on fait des bijoux, ce qui est compliqué, on faisait de la bijouterie traditionnelle, donc c'est un peu la médaille de baptême et la chaîne qui va avec pour les baptêmes, les gourmettes pour les communions, les croix, enfin les alliances pour les mariages, les bagues de fiançailles. Et en fait, quand on se fiance, il y a un grand laps de temps généralement avant les alliances. Et puis une fois qu'on a acheté ces alliances, il y a quand même un sacré laps de temps avant les premiers enfants, sauf problème personnel. Mais donc la récurrence d'achat était vraiment très faible en fait sur Okara. Et aussi parce qu'on a une stratégie d'acquisition on-site qui est un peu particulière. Nous, dans notre secteur, on n'a pas trop le droit de faire des promotions. Alors on le fait sur les marques qui nous autorisent, mais globalement c'est bien encadré. Et du coup, pour améliorer la transformation, on offre pour 1 euro de plus généralement des cadeaux. Donc ça peut être quand on achète une montre, pour 1 euro de plus, on a le bracelet. Donc cette stratégie a été vachement bien en acquisition. Elle pénalise un peu la fidélisation, parce que si j'offre tout au démarrage, j'ai rien à offrir après. Donc, cette contrainte plus celle des produits qui s'étend, où la durée de renouvellement est très longue, fait que les premières années, j'ai pas pu vraiment faire une vraie fidélisation de ce point-là, à part les points de fidélisation qui sont de base dans PrestaShop, et puis les relances des marronniers très classiques.
Aujourd'hui, c'est un petit peu différent déjà parce que mon catalogue atteint 30 000 références, donc on peut plus facilement relancer sur des produits complémentaires, des services. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très agressif parce que la typologie de produit et la typologie de client n'est pas sujette à recevoir une agression permanente de relance. Ok. Décidément, je suis plutôt fan de la DeLorean, donc ce que je te propose, c'est de remonter encore On fait un tour. la DeLorean, on refait un tour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin d'année? J'ai dit que j'étais en route vers les 20 millions, donc c'est un bon Black Friday, un bon Noël, et puis que j'atteigne mes objectifs, et puis qu'on continue à prospérer, et puis aller chercher d'autres leviers d'acquisition et plus de visibilité, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui à une enseigne comme Okara. Ok, c'est super, c'est ce qu'on te souhaite. Avant de terminer et de remercier tout le monde, Greg, j'ai ouï dire que tu avais une anecdote pour moi, et je tiens à préciser à tout le monde que ça fait des semaines que j'essaie d'avoir des informations et j'ai pas d'infos, donc je suis tout oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors c'est une anecdote qui remonte à mars 2017, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on peut se targuer d'être le seul bijoutier de France, d'Europe, c'est quasi sûr, du monde, je ne sais pas, mais à avoir envoyé des alliances dans l'espace. En fait, en 2017... Dans l'espace. Dans l'espace. Thomas Pesquet a fait son premier voyage dans l'espace en 2017. Et avec lui, en fait, il était témoin d'un mariage. Et il a amené avec lui en orbite un petit écrin avec marqué Okara et avec ses 2 alliances. Et il a fait des photos qui sont parues sur son compte. Il a même été filmé juste avant son départ. Il déballait ses affaires et là, tu avais un écrin avec le logo Okara dessus. C'est un sacré levier d'acquisition, ça. Oui, je crois qu'on a planté le serveur le jour même ou le lendemain. Ouais. Ça a fait un buzz incroyable parce que vraiment, il n'en parlait pas lui-même. Hein. C'était juste l'identification du logo. Les gens se sont mis à chercher et à tomber sur Okara. Ok, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez aller dans l'espace, si vous voulez les contacts. Merci beaucoup pour ton temps. Avec Greg, plaisir. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir juste après l'atelier. On sera disponible et on y répondra avec plaisir. Merci. Merci.